parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, évidemment. C'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Tous les matins sur Radio Espace, en simultané également sur Espace TV. Vous nous regardez évidemment sur les bouquets Canal+, Canal 243. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Sigiri, entre autres. À la une, Côte d'Ivoire, la présidentielle, c'est dans 39 jours exactement. À Abidjan, les acteurs continuent de fourbir leurs armes et de peaufiner évidemment leur stratégie de combat. Dans la foulée, une clameur surprise occupe l'opinion ivoirienne et alimente donc le débat depuis maintenant 3 semaines. De la causerie de bistrot, donc aux empoignades de plateau télé. Il le dit ce matin, Tamba. Son nom revient constamment, Vincent Irié, le très populaire préfet d'Abidjan, gouvernant 2.0, a démissionné donc le 28 août dernier et sa candidature à la présidentielle, 72 heures seulement après son départ de la préfecture, a fait enfler donc la polémique autour de ce commis qui parcourt désormais la Côte d'Ivoire, un homme libre, oui, pour s'aimer donc la bonne parole. Pourquoi est-il parti de la préfecture d'Abidjan? Nous essayons de comprendre ce matin quels sont les nouveaux combats, comment analyse-t-il le contexte politique de son pays, Monsieur Vincent Irié, ex-préfet d'Abidjan. Il est notre invité de parcours ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran si vous le souhaitez. Ben oui, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, l'autre contact évidemment qu'on vous recommande d'ailleurs fortement d'ailleurs, c'est le hashtag EspaceGG. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée avec vous jusqu'au port de 11h. Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Liwanenou. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Soulagement pour beaucoup de Guinéens. Bien, on va revenir là. Oh, pas de pagaille là s'il te plaît. Bonjour mon cher Tamba. Bah ça lui manquait. Mais ça lui manquait. Faut comprendre. Quand même. J'ai pas fini mon cher Antoine. Non, on se calme Antoine. Voilà, on se calme. Tu vois la place là en fait, c'est la place des perturbateurs. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas compris hein. En plus c'est vrai. Avec Roby et Antoine. Oui. Bonjour Lamine. Bien. Ça le démange. Vas-y mon cher Antoine. Je disais que je suis soulagement. Je suis soulagé ce matin. Oui. Au même titre que beaucoup de Guinéens qui depuis 6 mois n'ont pas pu se mouvoir comme ils le veulent. Hier, lorsque je rentrais à la maison après le boulot à 22h. Qu'est-ce qui a changé? Attendez, Tamba. Laisse-lui parler. Qu'est-ce qui a changé? S'il te plaît. Parce qu'on dit. Non, Tamba. Non, mais attends. attends. Vas-y, Antoine. J'ai fait un constat hier. Vas-y, Antoine. Il est important que je fasse le compte rendu de mon constat d'hier. Bien. Lorsque je rentrais à la maison. N'oublie pas qu'il est propriétaire de moto. Non, pas du tout. Voilà, vas-y, Antoine. Tout sauf ça. Bien, Antoine. Voilà donc. Antoine. Lorsque je rentrais Mais il n'y hier. a pas de honte à ça quand même. Non, mais pas qu'il y ait de honte, mais je n'en ai pas. Remettre le registre de motel ce matin, s'il vous plaît. Si. Non. On a dépassé. On a dépassé. Antoine, vas-y, s'il te plaît. Hier, le communiqué du président est passé. Antoine. Et les gens l'ont célébré au même moment dans les différents endroits que vous connaissez. Ah bon? Dans la plupart des bars et autres que vous connaissez. Motel. Et motels. Oui. Il y avait beaucoup de mouvements bizarres. Les grandes gueules. J'ai constaté hier. Parce que. Habituellement, quand je passais devant des motels, les portails étaient fermés. Oui. Les portails étaient fermés. Et quand vous faites le constat, la Quand plupart tu passais où, Antoine? lorsque je passais devant des motels, Oui. j'ai fait le constat que quelques véhicules qui venaient, Oui. les occupants, lorsqu'ils veulent entrer, tu as l'impression qu'ils cherchaient à savoir s'il n'y a pas d'adversaire ou quelqu'un dans les parages qui pouvait les repérer. Donc, on rentrait comme un clandestin. Oui. Désormais, les portails sont grandement ouverts. Les véhicules, ils sont garés de façon officielle et solennelle et on y entre comme on veut. Oui. J'ai fait le constat hier que devant la plupart des motels, on a eu l'impression que les gens voulaient se rattraper. Il y avait une présence massive de véhicules. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Il y a même des sortes de files indiennes de clients dans des motels, vous ne pouvez pas comprendre. De l'autre côté, à côté de Kofi Annan. non, vers Lambagny, Oui. j'en ai constaté. Oui. Au niveau de plus de 3 motels ou 4, Oui. j'ai constaté que Oui. il y avait une pléthore de véhicules présents. De l'autre côté, dans les bars, mais c'était la bonbonne, c'était la fête, c'était les retrouvailles. C'était les retrouvailles.
parce qu'on a désormais officialisé les fréquentations. J'ai constaté que les clients ont augmenté et beaucoup n'avaient plus honte de fréquenter les bars. Et je me dis que la mesure d'hier, certes, elle est salutaire, mais elle a été prise sous pression. Le président a attendu d'être sous pression des étudiants pour enfin abdiquer, pour enfin accepter d'ouvrir ces lieux de loisirs. Le transport a été revu à la baisse et les places habituelles reprennent de plus belle. Je me dis, certes, la mesure, on la salue, mais elle aurait dû être prise un peu plus tôt parce qu'on en a souffert. Les Guinéens en ont souffert et c'est important qu'on dise au président qu'il n'a pas besoin d'être sous pression pour agir. Oui. Il faudrait que très souvent qu'il comprenne que son peuple, à un moment donné, a besoin qu'il agisse Le peuple a besoin de façon d'être écouté. anticipée. Oui, c'est Voilà. bien dit. De l'autre côté, ce qu'il n'a pas fait, Oui. qui est à déplorer, c'est l'ouverture des frontières terrestres qui jusque-là est fermée. Ils sont fermés. Jusqu'ici, on n'a pas la On a possibilité parlé de les d'allègement, sortir. Antoine. Oui, allègement, mais Oui. les frontières terrestres n'ont pas été allégées. Jusqu'ici, c'est bloqué. On n'est pas le seul Non, État ils ne en sont termes peut-être de, pas les de seuls, frontières. mais beaucoup de Mais Guinéens ne à quoi peuvent pas ça sert sortir de leur pays. À quoi ça sert parce que c'est fermé. d'ouvrir À quoi ça sert d'ouvrir nos frontières terrestres si les pays autour de nous ont leurs frontières fermées? Ouais. C'est quand même une autre question. Je pense que ça, il faut avoir une dimension un peu régionale là-dessus, une action régionale. Voilà, allez-y, Jacques Lewa. Qu'est-ce qui a changé finalement à la fin du compte? À part, évidemment, qu'Antoine ce matin est très content. Oui. Qu'est-ce qui a changé? C'est pour les finalement? Guinéens, je le dis. Antoine, ben non, Voilà. je sais, Il Antoine. faut peut-être le féliciter pour ce reportage nocturne. Voilà, surtout, ouais. Je ne sais pas s'il était Que de passage vraiment. les téléspectateurs vont voir ça à la Ouais, télé ce soir. j'espère bien. J'espère bien. Antoine. Ce que j'ai envie de dire, Sacré Antoine. je crois que par rapport à ces lieux de loisirs, c'est vrai qu'il y a eu du changement parce que puisque c'était interdit, les gens, même s'ils allaient, ils partaient en cachette. Mais je crois que ce qui a fondamentalement changé, c'est dans le transport. Ouais. Parce que là, de façon Et claire, Antoine l'a et dit, rapide, je pense qu'il a agi sous pression, le président. oui, il a agi sous pression. Ouais. Et j'ai deux analyses sur la question du transport. Oui. D'abord, c'était normal Ouais. que face à la colère des étudiants, que le gouvernement finisse par abdiquer, donc par baisser Ouais. le transport. Donc, la conséquence immédiate, c'est qu'on revient à l'ancien système, c'est-à-dire 4 passagers derrière et puis un passager devant. Mais l'autre regard qu'il faut avoir par rapport à cette décision, c'est que le gouvernement vient de montrer là, même si on le savait déjà, mais il vient de reconnaître publiquement ses limites, son incapacité. Ouais. Au fait, la mesure telle qu'elle était prise, c'était normal. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme ça on doit circuler dans les taxis. À l'aise. Vous êtes 4 dans un taxi, on vous dépose. C'est pour une question de sécurité et pour une question de confort. Le gouvernement a pris la mesure, mais il n'a pas eu de moyens pour accompagner, n'est-ce pas, les conducteurs. Ouais. Ce n'est pas le gouvernement qui a fixé le transport à 3 000. Oui. Ce sont les conducteurs eux-mêmes qui ont pris la décision d'augmenter le transport et le gouvernement était incapable de convaincre, n'est-ce pas, le conducteur à baisser le prix. C'est une incapacité reconnue et qui vient d'être, en tout cas, exprimée librement. C'est une incapacité reconnue. Parce que je me rappelle très bien, en 2009, il y a eu cette tentative du capitaine Dadish, le militaire. Il effectivement. avait dit, bon, mettez 3 derrière, une personne devant. Ouais. Lui aussi, il n'a pas pu. Parce que vous dites ça aux chauffeurs, mais vous ne les accompagnez pas. C'est vrai. Il devient, Ouais. c'est un peu difficile. Je pense que tous ceux qui, bien entendu, prennent des taxis à côté de nous, ils comprennent très bien que vous circulez comme nous circulions il y a quelques jours à Conakry. Le gouvernement aurait pu capitaliser sur cette expérience de Covid-19 pour aider, n'est-ce pas, le Guinéen à circuler en toute sécurité et comment on appelle ça, avec un peu de confort. C'est vrai qu'on est en train de dire peut-être ce matin dans le ministère, mais nous ne comprenons pas ces gens-là. Ils ont dit de baisser, on a baissé, après ils critiquent encore. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a le courage qu'on peut avoir très souvent C'est d'aller de l'amateurisme. l'avant. C'est l'amateurisme. Ça devient de Au l'amateurisme. sommet de l'État. Et- Il n'y a rien à dire. Et la raison fondamentale, la raison qui a fait qu'on n'a pas pu ramener, qu'on n'a pas pu convaincre le conducteur à maintenir le transport habituel, c'est parce que, bien entendu, le carburant n'a pas baissé. Ouais. Tout le monde a réclamé la baisse du prix du carburant.
Je crois qu'on nous a sorti. Ça, c'est le nerf de la guerre. On nous a sorti une théorie derrière, Ouais. comme quoi c'est le carburant qui était en train de financer l'ensemble ou une bonne partie des mesures économiques qui figurent dans le plan présenté par le Premier ministre Kassouri. Je me pose alors la question, est-ce que le pétrole est devenu la seule source de revenus de notre pays? Il y a des allègements qu'on a consentis Comme si on en faveur. produisait. On ne produit pas. On n'a même pas une raffinerie. Voilà. Donc on ne peut pas compter sur le carburant pour financer d'une certaine façon un plan de développement ou un plan de riposte. Donc il y a des mesures sociales qu'on a consenties pour les populations, notamment l'électricité et l'eau. Si on avait demandé aux Guinéens, entre la baisse du prix du carburant et n'est-ce pas, la gratuité de l'électricité, je pense que la majorité des Guinéens, sinon l'ensemble, aurait choisi la baisse du prix du carburant parce que l'incidence est immédiate. Les conducteurs n'allaient pas maintenir le transport, les gens n'allaient pas avoir des difficultés d'envoyer, n'est-ce pas, les produits à l'intérieur du pays ou de les prendre de l'intérieur pour Conakry. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas l'élément clé qui a empêché, n'est-ce pas, la baisse du prix du carburant. Et je crois que c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas de ressources véritables, donc il faut profiter du dos des Guinéens. En fait, ce sont les Guinéens en réalité qui ont financé ce plan. Ils l'ont financé à travers le litre du carburant, même au moment où il était constaté au niveau international que le prix du baril avait baissé. Ouais. Donc le gouvernement a tendu la main à la population. Je crois que l'argument qui consiste à dire le gouvernement a soutenu la population pendant cette période de crise sanitaire, cet argument-là, il ne tient pas, il est faux. C'est la population qui a payé pour le plan d'urgence sanitaire à travers le carburant qui est resté à son état, à travers le transport qui est resté haut, à travers les produits alimentaires qui n'étaient pas accessibles, en tout cas pour certains Guinéens, à travers beaucoup d'éléments, parce qu'on a été résilient. Ouais. Il y a une crise, donc on supporte la crise. On ne peut pas avoir le soutien de notre gouvernement, donc on essaye de vivre avec. En tout cas, ce qui a été fait en faveur des étudiants, il faut reconnaître que c'est bien finalement, même si ça a été pris en retard, parce qu'on ne pouvait pas comprendre. Ça, par exemple, c'était quand même assez cruel. Vous dites aux étudiants, reprenez les cours en cette période difficile, et puis vous ne les accompagnez pas et vous les laissez payer le transport cher. Ouais. Vous n'avez même pas des pécules à leur donner. Des pécules dans les universités, c'est combien? Peut-être 100 000, 150 000 pour ceux qui reçoivent beaucoup. 105, c'est au plus gros. 105 000, Ouais. 105 000. Ça ne peut pas vous faire payer même un document important pour vos recherches. On vous dit payez encore le transport 3 000. Ouais. Je crois que cette incapacité du gouvernement a été exprimée hier devant la pression des étudiants. On a dit, je crois qu'on est incapable. On avait voulu vous rendre heureux, mais on ne peut pas. Ouais. Jacques est véritablement un rebelle calme. Hein? Oui. Ouais, l'ouragan tranquille. Oui, c'est ça, l'ouragan tranquille. D'accord. En voulant embrayer là-dessus, vous vous souvenez, hier encore, nous étions là-dessus sur la question du pécule. Ce qui m'a le plus frappé, c'est pas le montant, mais c'est si vous voulez, la stabilité inacceptable de ce pécule-là. Ils ont payé 100 000 francs quand nous... Depuis notre temps. 95 000 francs quand nous quittions l'université. 10 ans plus tard, le pécule varie entre 95 000 et 105 000. 10 ans plus tard. Pendant ce temps, on ne prend pas en compte les paramètres d'inflation. On ne prend pas en compte les paramètres de cherté de vie. Tout ce qui va avec les changements liés à l'offre, mais aussi à la demande. On n'a rien pris en compte. On a considéré l'étudiant comme l'étudiant de 2010. Rien n'a changé, je ne sais pas sous quelle logique cela s'appuie. Et puis, je veux quand même dire à Jacques que le gouvernement ne s'est pas caché sur le financement de la composante sociale de ce plan de riposte. L'origine des fonds, ça a clairement été expliqué. L'origine des fonds, c'était le carburant, c'était les taxes. En fait, c'était les redevances habituelles qu'ils ont. Donc, ça a été clairement dit que c'est la population qui allait payer. Là-dessus, ils ne se sont pas cachés. Ouais. C'est vrai. Il faut aussi reconnaître quand même qu'il y a eu de l'effort qui a été consenti. Et grâce à cet effort-là, la Banque mondiale, d'abord avec un montant de 45 millions de dollars, c'est pas ce qui en est fait. Bien sûr, la nièce est sur le terrain. Quel impact est-ce qu'on peut relever lié à l'utilisation de ces fonds-là, ce déploiement? Et puis le montant complémentaire
qui porte l'enveloppe de la Banque mondiale de 45 millions de dollars à 70 millions de dollars, il y a aussi cet effort-là qui a été consenti. Ce sont donc comme ça, c'est ainsi l'accompagnement de la Banque mondiale aux efforts de riposte contre le Covid-19 en Guinée. Ça également, il nous faut le souligner. Ouais. Mais je conviens parfaitement sur une chose. On a demandé à l'État guinéen de faire un effort. Ils peuvent laisser leur carburant. On lui demandait très logiquement de faire baisser le carburant. Comme ça, le prix du transport, lui aussi, il aurait suivi. C'est ce que les étudiants ont demandé à l'État guinéen. Mais qu'est-ce qu'ils font? Notre carburant là, on ne va pas y toucher. On va le maintenir à 3 000. Les prix vont rester les mêmes sur le marché. Pardon, à 9 000 francs. Les prix vont rester les mêmes sur le marché. Le transport, vu que c'est ça votre problème, le transport, débrouillez-vous, mais revenez comme avant. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, j'avais espéré qu'à la suite du Covid-19, on aurait maintenu ce régime où vous avez une personne devant et à la limite, 3 personnes derrière. C'est comme ça que ça se passe ailleurs, autour de nous, les pays autour de nous. Et donc, il aurait simplement fallu agir sur le prix du carburant et puis voir cette répercussion-là, même dans les habitudes. C'est civilisé, j'ai envie de dire, c'est hygiénique d'avoir une personne devant, 2 ou 3 personnes derrière. Mais quand on s'empaquette comme ça dans les taxis, les minibus, on n'en parle pas, ce n'est pas hygiénique du tout. J'ai envie de dire, vogue les conséquences liées à cette épidémie-là, au Covid-19, dans les jours à venir. Parce qu'on a quand même dit, mes frères nous faisaient rire hier soir, lorsqu'on a suivi ce communiqué-là. On vous dit, les boîtes de nuit sont réouvertes. Les buvettes sont réouvertes. Mais ce qui fait rire en boîte de nuit, on dit, mais toujours le masque. Imaginez des danseurs, distanciation sociale. Quand vous mettez un zouk, un slow, où les gens ils se serrent entre eux, et puis vous dites, mettez le masque, distanciation sociale. Mais comment ça va dans les motels. Vous vous rendez compte, Antoine. Mais c'est beau. Même dans les motels, Je vais venir à tes motels. Non, pas mes motels. Non, dans les motels. Dans les motels. Antoine, moi je vais te féliciter juste. Non, pas du tout. Pour l'effort d'hier soir. Pour l'effort d'hier soir, il faut féliciter Antoine. Parce qu'il quand même dit la plupart des motels de Conakry. Oui, c'est ça. Ça, c'est un véritable effort de safari. Effectivement. Pour observer les motels, comment ça fonctionne. Il a même observé qu'il y a des embouteillages, des fils. Effectivement. Et puis des bruits bizarres. Et des bruits bizarres. Voilà. Parce qu'avant, selon lui, quand tu venais, tu étais un peu gêné en fait de rentrer parce que la cour était fermée. Exactement. Voilà. Avant, c'était fermé. Il sait tout ça. Et aujourd'hui, la cour est grandement ouverte. C'est un constat. Avant d'embrayer sur les bars, où on boit un peu de liqueur. Tu connais du Totapak, Lamine? Non. C'est de la liqueur en sachet, comme ça. On en trouve beaucoup de notre côté là-bas, et au sud, chez nous. Donc, Antoine, c'est clairement ce qu'il en est. Il faut en déduire une chose. Il faut en déduire, non, plus sérieusement. Il faut en déduire une chose. Plus sérieusement ce matin. C'est que, je pense on l'a dit par le passé. Mais aujourd'hui, le mensonge, il apparaît au plus grand jour. L'économie guinéenne va mieux. Il y a de grandes performances économiques. Ça, on nous l'a dit. Ouais. Mais j'ai jamais oublié cet épisode quand le Covid-19 s'est déclaré dans les pays autour de nous. Vous vous rappelez encore, en termes de plan d'urgence provisoire au Sénégal, ils ont sorti 10 milliards de francs CFA. Ouais. Quand ça a commencé chez nous, l'État guinéen a annoncé 600 millions de francs guinéens. Effectivement. Un truc de 30 millions de francs CFA aujourd'hui. Contre 10 milliards de francs CFA comme mesure d'urgence. Ces 600 millions, c'était une annonce. L'ANSS a commencé à fonctionner sur la base des apports des partenaires institutionnels de l'État guinéen. C'est-à-dire que même les 600 millions, soit 30 millions de francs CFA qu'on a promis aux Guinéens pour lutter contre le Covid-19, ils n'étaient pas sortis. On a dû commencer à fonctionner sur la base de l'aide de l'étranger. Nous qui fonctionnons bien, avec des indicateurs macroéconomiques performants, compétitifs tels qu'on nous les a dit, il faut quand même se poser la question et reconnaître vers la fin, en fait, qu'il n'y a rien dans nos caisses. Bien. Voilà, Tamba Zakari Minimono. On parle aussi de la reprise des activités socio-culturelles, Moussa Moïsi. Là, on va essayer d'appeler d'ailleurs Gianni Alpha dans un instant pour intervenir, évidemment. En même temps, on parle de sport aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mon cher ami? Ce qu'on peut dire à l'entame, c'est de dire grand merci aux étudiants, Ouais. de leur dire bravo, mes félicitations, Ouais. parce que
tout ce qui a été dit hier. Oui, je pense qu'ils t'ont. Enfin, le gouvernement t'a écouté Oui, hier. oui, Parce je qu'on savais. rigole avec tout le monde, les étudiants, non. Voilà. Pas possible. Je savais que ce communiqué allait tomber Ouais. et qu'ils allaient reculer. Ouais. Il faut leur dire merci. Oui, c'est vrai. Il faut leur dire félicitations. Ouais, ouais. Pour ceux qui ont été blessés et emprisonnés, ben, ça n'a pas été fait en vain. Ouais. Ça a payé. Ouais. C'est à cause de vous que les Covidés, bon, c'est le mot qu'on a invité, Ouais. on a inventé un peu ici. C'est à cause de vous que même les guéris de Covid, ceux qui avaient leurs activités économiques touchées par les mesures de restriction, à cause de vos sorties, le gouvernement a allégé tout cela. Ouais. Bravo les étudiants, bravo pour cette sortie, parce que le langage qui est écouté, qui est compris, je pense que c'est le langage de la manifestation, de la protestation. Le gouvernement en a donné la preuve hier. Justement. Et ça, c'est pas normal Ouais. pour un État. C'était qui pas a- virtuel, parce que souvent on se met un petit peu sur les réseaux sociaux à créer les hashtags et tout. Non, Ben, pas du tout. c'est l'utile Mais à l'agréable, ils sont allés sur le terrain. Les étudiants sont allés d'abord crescendo. Ouais. Ils ont commencé sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand ils n'ont pas été écoutés, eh bien, ils sont descendus dans les campus. Je pense que c'est à eux qu'on doit le communiqué d'hier. Tout ce qui est venu après, quand vous lisez un peu le communiqué, tout cela, je pense que c'est de la littérature. Il fallait un peu ne pas perdre la face. L'État n'aime pas perdre la face. Il ne faudrait pas qu'on dise « Ah, mais c'est à cause des petits étudiants là. Tout un gouvernement a reculé. » Non, masquons tout cela. Mettons un peu les activités socioculturelles. Mettons les motels, mettons les hôtels dedans, histoire de dire que c'était une mesure globale qu'on avait déjà envisagé de prendre. Eh bien, les étudiants, ils ont été juste oppressés. C'est pas vrai. Il a fallu la pression, il a fallu le feu. Ouais. Le feu dans les campus pour qu'on dise tenez, mais enlevez ça léger. Parce que nous aussi on fait campagne, laissez les gens respirer un tout petit peu. C'est ce qu'on vous disait depuis combien de semaines ici. On dit mais desserrez un peu. Vous faites vos campagnes, vous sortez, vous n'avez pas de respect pour aucune distanciation physique. Vous entrelacez dans les campagnes, dans les meetings, vous vous embrassez. Mais laissez les autres en profiter également, qu'ils puissent au moins desserrer un peu tout en mettant quelques mesures, notamment liées au port du masque. Mais on ne nous a pas écoutés. Il a fallu que les autres grognent pour qu'on recule. Je trouve que c'est un signe de faiblesse et un État ne fonctionne pas comme ça. Un État va en fonction d'un planning qui est établi. Ils ont noté que les activités socio-culturelles vont reprendre. On parle du port obligatoire, des masques, la distanciation physique et que les organisateurs et les spectateurs doivent également à l'entrée se laver la main. Moi, je trouve que tout ça, vous savez que c'est de la littérature. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Des gens sont restés à la maison. On a écouté quelques acteurs de l'événementiel dans ce studio. Ils sont restés à la maison pendant des mois, depuis le 26 mars quand même. Ils sont restés à la maison. Il y a un véritable manque à gagner. L'accompagnement, il n'y a pas eu d'accompagnement véritable. Ceux qui ont été accompagnés, c'est ceux qui avaient des concerts et des événements prévus, programmés du côté du Palais du Peuple. Eh bien, vous allez leur imposer quelque chose que vous-même, vous ne respectez pas pour vos organisations politiques. Je pense que c'est pas normal, c'est du 2 poids 2 mesures. Au niveau de la reprise des activités sportives, là, il parle du port obligatoire des masques pour tous les spectateurs, heureusement, et les organisateurs. Parce que au niveau des sportifs, s'il fallait imposer, je pense que on allait avoir beaucoup de personnes asphyxiées à cause de ces masques-là. Donc, et les dépistages également à l'initiative des organisateurs avant avant le démarrage de chaque compétition. Ouais. Maintenant, ce que je trouve aberrant dans le communiqué, c'est le fait qu'on n'ait pas levé cette histoire de couvre-feu-là. Je ne comprends pas. Ouais. Mais la Covid-19, c'est ce virus-là qui aime... Non, je ne comprends pas pourquoi. C'est tacite. Si vous ouvrez les boîtes de nuit, les boîtes, c'est pas des boîtes de jour. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Mais là, attends, Tamba, Jacques, Ouais. tu as des policiers, tu as des gendarmes qui respectent à la lettre, qui aiment se montrer vraiment républicains, qui disent non, on respecte la loi. Non, on respecte la loi. On a dit couvre-feu, c'est de 0h à 4h du matin. Vous êtes dans la boîte, pourquoi? Vous faites quoi ici? Chaque tête, c'est 30 000, c'est 50 000. Parce que c'est dit. Ouais. C'est dit. Je pense qu'il faut lever ça, ça n'a aucun sens. La Covid-19, c'est pas un virus nocturne. Ouais. C'est pas un virus qui aime la nuit. Pas du tout. Non, on a l'impression qu'on s'adresse à une fillette. Ouais. C'est pas bien. C'est pas un virus qui aime se promener la nuit. Le virus, il vit aussi dans la journée. Il aime la journée tout comme il aime la nuit. Mais je ne sais pas cette histoire de non, mais c'est l'amateurisme au sommet de l'État, Moussa Moïse, parce que, par exemple, les lieux de culte, il a fallu cette manifestation. Oui, mais exactement. Devant le centre islamique. Lamine, je pense que pour une fois, il faut qu'on nous écoute.
lever cette histoire de couvre-feu. Ça n'a pas de sens. Le port obligatoire de masque, le respect, le lavage des mains. Je suis d'accord avec ces mesures. Je pense qu'il va falloir s'habituer à cela. Parce que les scientifiques savent que nous serons obligés, en tout cas pour un bon moment, de vivre avec ce virus. Donc il faut qu'on respecte cela. Mais ces mesures-là qui viennent donner un semblant de comment on appelle, de rigueur, ça n'a aucun sens parce que ça n'a pas d'incidence sur le travail qui est en train d'être fait. Donc je dis félicitations à mes étudiants, aux étudiants. Vraiment bravo. Vous êtes des bravotiens, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Bien, vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Également sur Suite FM Guinée 99.1 à Kissi, à Conakry. Vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Avant de partir sur le terrain, évidemment, on a tout fait pour rejoindre Gianni Alpha ce matin. Malheureusement, le téléphone ne passe pas. Donc, on parle de la Côte d'Ivoire à la une, il faut le dire. La présidentielle, c'est dans 39 jours exactement à Abidjan. Les acteurs continuent de fourbir leurs armes et de peaufiner leur stratégie de combat. Dans la foulée, donc, une clameur surprise occupe l'opinion ivoirienne et alimente donc le débat depuis maintenant 3 semaines, de la causerie de bistrot aux empoignades des plateaux de télévision. Son nom revient conséquemment, il le dit ce matin Tamba, Vincento Bi-Irié. Eh bien c'est son nom. Le très populaire préfet d'Abidjan, gouvernant 2.0, donc a démissionné le 28 août dernier et sa candidature évidemment à la présidentielle, ce sont 12 heures seulement après son départ de la préfecture, a fait enfler donc la polémique autour de ce commis et qui parcourt désormais la Côte d'Ivoire, un homme libre pour s'aimer donc la bonne parole. Pourquoi est-il parti de la préfecture? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Et quels sont les nouveaux combats? Il le dit ce matin Tamba. Comment analyse-t-il le contexte politique de son pays? En direct, en exclusivité, sous le coup de 10 heures, monsieur Vincent Bi-Irié, ex-préfet d'Abidjan. Vous allez l'entendre ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Vous continuez à réagir avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons lire quelques messages évidemment pour votre plus grand bonheur. On continue, mon cher Moïse, avec cette enquête exclusive évidemment que vous avez menée avant d'entamer d'autres sujets. Oui, il s'agit d'une habitude. Une habitude? Oui, dans notre pays. Le 7 avril 2016, du côté du Togo, en Conseil des ministres, la question de la question de la suppression. Je commence par le Togo. Ok. Pour prendre un exemple. En avril donc 2016, en Conseil des ministres du côté du Togo, la question de la suppression des taxes à l'importation sur les terminaux mobiles, sur les accessoires informatiques a été discutée. Le 1er janvier, une loi a été prise dans ce sens pour défiscaliser ces accessoires mobiles et ces terminaux, ces accessoires informatiques et ces terminaux mobiles. Le Togo donc a rendu gratuit l'entrée sur son territoire, les téléphones portables et tout ce qui entrait dans le cadre informatique. La décision a été motivée par un fait. Le gouvernement togolais s'est rendu compte que dans ce pays, il y avait un marché informel, le marché noir, qui offrait aux Togolais, puisque là-bas les téléphones sont vendus dans le marché noir à bon prix, à vil prix, mais ces téléphones offraient un mauvais service, une mauvaise qualité d'utilisation aux différents Togolais. Donc les Togolais n'arrivaient pas, en achetant, en s'approvisionnant sur ces marchés noirs, ils n'arrivaient pas à profiter de toutes les retombées liées aux investissements que le gouvernement togolais a fait dans le domaine de la technologie dans le pays. Oui. Donc, pour amener les Togolais à acheter du neuf, à acheter des téléphones neufs, des accessoires informatiques neufs, eh bien, on a défiscalisé ces produits-là à l'importation pour qu'ils puissent bénéficier, utiliser de non seulement un bon produit, mais également profiter de la technologie puisque le gouvernement togolais y a investi. Voilà ce qui a été fait dans ce pays. En Guinée, la Guinée fait partie des pays de la sous-région qui importent beaucoup plus les téléphones portables. Nous avons 230 000 téléphones portables qui entrent ici, mais ce chiffre n'est pas exhaustif. 230 000 téléphones portables par mois. D'accord. Par mois. Ouais. Si je m'en tiens seulement aux 15 gros importateurs de ces produits-là sur notre territoire. 15 seulement. J'ai la liste, je vais pas citer les noms ici. Donc, 230 000 pièces de téléphone par mois dans notre pays, c'est beaucoup.
ça aurait pu permettre, parce que c'est pas défiscalisé comme au Togo, ça aurait pu permettre de remplir un peu les caisses, notre caisse commune, le trésor public. Mais rien n'y fait. Parce que ce qui se passe, les commerçants qui font cette importation, ils subissent un véritable, une sorte de... On les pompe au fait. Ils sont pompés par des agents véreux. Ces commerçants, lorsqu'ils envoient les pièces de téléphone, officiellement, ces pièces de téléphone qui viennent dans les cartons sont donc pesées pour qu'on puisse leur donner la quittance, leur donner le prix qu'ils doivent payer à l'État. Eh bien, ces cartons sont pesés. Donc, c'est au kilogramme que les agents vont définir le montant à payer à l'État guinéen. Je prends juste l'exemple de cette quittance. Vous avez quelqu'un qui a envoyé 52 colis de 2039 kg. Eh bien, le calcul a été fait sur cette base pour que cette personne, cet importateur, puisse payer à l'État 4 180 741 francs guinéens. Ça, c'est le travail qui est fait de façon officielle. J'ai plusieurs quittances ici. Mais ça, c'est ce qui va officiellement dans nos caisses. Mais officieusement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les commerçants, quand ils envoient ces produits, quand ils envoient ces accessoires, ces terminaux mobiles, ce n'est pas, en fait, au kilogramme que les prix sont fixés. C'est par pièce de téléphone. Officieusement, c'est par pièce de téléphone. C'est-à-dire que vous avez un tel carton qui contient 1000 téléphones. Le calcul ne sera pas fait en fonction du kilogramme, mais en fonction des pièces. Donc, et le prix qui est fixé de façon officieuse, c'est 5000. Ça varie entre 3500 et 5000 francs guinéens qu'on met sur chaque téléphone portable. Je vois. C'est-à-dire que vous envoyez 1000 téléphones portables, vous devez payer par téléphone 5000 francs guinéens. Vous faites le petit calcul, les gens diront, oh, mais ce sont des montants qui sont petits, mais faites le calcul, vous rendrez compte. Je vais prendre juste l'exemple d'un commerçant ici, parce que le réseau est très bien huilé. Lui, il a importé, je ne dirai pas son nom, parce que depuis qu'il a fait la dernière transaction, il a décidé de ne plus passer par la Guinée pour importer ses produits. Il passe par un autre pays de la sous-région. J'ai une liste à n'en pas finir comme ça ici. Des commerçants qui sont découragés par ce trafic, ce réseau bien huilé du côté de l'aéroport. Justement. Vous avez ce commerçant dont je tairai le nom aujourd'hui qui a importé 42 880 en donnant ce chiffre. Celui qui est à l'origine de ce trafic, je sais qu'il va se reconnaître. 42 860 pièces de téléphone qu'il a importées. Le calcul qui a été fait... Excuse-moi Moussa, j'ai juste envie de comprendre. Mais pourquoi il doit payer en liquide? Non mais, parce que je vous parle d'un trafic installé depuis des années. C'est lamentable. Depuis des années. Alors lui, il envoie 42 880 pièces de téléphone. Il demande à savoir le montant qu'il doit payer. Dans une transaction. Exactement, l'importation. Oui. Ça arrive en passant par l'aéroport. Le calcul est fait. On lui demande de payer 5000 francs par pièce de téléphone. Prenez vos calculatrices, vous multipliez 42 860 pièces de téléphone par 5000 francs guinéens. Vous allez voir le chiffre que ça va donner. 214 millions. 214 millions. Bon, il dit non, mais ça c'est trop. Ça négocie comme au marché noir, comme à Avaria. On dit bon, voilà, et ce que vous pouvez payer sur un bout de papier, on lui fait même parvenir ce qu'il peut payer après réduction. On dit 42 860 pièces. Bon, payer finalement 160 725 000 francs guinéens. J'ai la preuve là. Alors, le monsieur, il paye de façon officieuse 160 725 000 francs guinéens, mais sur le papier de la quittance, sur la quittance, c'est-à-dire officiellement sur ce qui va dans nos caisses, le montant qui est payé ne vaut même pas 20 millions de francs guinéens. Justement. Et il faut le préciser, en liquide. Exactement. Eh bien, voilà. L'ironie dans cette histoire, c'est que je ne dirai pas le nom de ce monsieur, de ce monsieur qui se trouve du côté de l'aéroport, le cambiste. Il y a un cambiste qui est positionné à côté. Je ne dirai pas son nom. C'est lui qui reçoit l'argent. Ok. Lorsqu'il donne il le a une go, complicité avec les douaniers. Avec les douaniers. Non, pas tous les douaniers. Mais non, le monsieur qui est c'est la douane là, Moussa. Vous savez ce que je fais? Non, mais c'est la douane. Oui, je vous explique la mine. Voilà. Pas tous les douaniers. Je fais cela pour attirer l'attention du directeur général des douanes. Vous savez, quand on parle des téléphones portables, des taxes là-dessus,
souvent c'est trop bas pour qu'on s'y intéresse. J'attire son attention pour dire il y a des agents véreux qui sont en train de sucer l'État. Et qu'il faudrait prendre des mesures urgentes pour mettre fin à cela. Sinon, on va perdre tous nos commerçants. La plupart d'entre eux ont décidé aujourd'hui de passer par le Sénégal. Ils passent par nos frontières terrestres. Avec tous les risques liés à l'acheminement de ces produits fragiles, je pense que ça devient compliqué. Il faut qu'il agisse. Alors, le cambiste, lui, il reçoit la part qui doit tomber dans la caisse privée, la part qui doit aller dans la caisse publique, la quittance est faite, donc sa part. Quand il reçoit cette part, eh bien, il passe le coup de fil à celui-là qui est à la tête du trafic. Il dit c'est bon, Mamadou Dian Baldé a payé. Mamadou Dian Baldé vient prendre ses cartons de téléphone et il s'en va. Les grandes gueules. Voilà ce qui se fait depuis des années. Les importateurs, fatigués, harassés par cette histoire, se sont réunis. Ils ont écrit. Pour que l'État puisse revoir cette situation et leur permettre de formaliser les choses. Ils préfèrent payer dans les caisses de l'État que de voir l'argent qu'ils payent partir dans la poche de quelques personnes. Et ils ont écrit pour dire, tenez, nous, au nombre de 15 seulement, nous importons 230 000 pièces par mois. On peut donner à l'État, de façon officielle, sur les petits téléphones, 1500 francs guinéens, qui représentent 65% des importations, ce qui va faire 243 250 000 francs guinéens. Sur les smartphones, les téléphones un peu luxueux, on peut payer 3 000 francs guinéens, ce qui représente 35% du marché, ce qui fait 241 millions de francs guinéens pour un montant total de 465 750 000 francs guinéens. Il dit on peut vous donner ça par mois officiellement, c'est-à-dire ça va dans les caisses de l'État par mois. Ce courrier n'a pas encore reçu de réponse. Mais ils se battent pour que ça se fasse. Mais si on est dans un pays où on dit qu'on lutte contre la corruption, avec toutes les organisations, toutes ces entités qui existent et qui luttent contre la corruption, on laisse passer un tel dossier depuis des temps et rien n'est fait, je pense que ça devient très très compliqué. Qu'est-ce que la douane dit dans cette affaire? Alors, le DG des douanes a été saisi. A été saisi par le dossier parce qu'on lui a adressé un courrier et je pense que maintenant la solution est entre ses mains. À lui, Toumani Sangaré. Exactement, la solution est entre ses mains et je sais que par le passé, il a pu mettre la main sur certains agents comme ça du côté de la ville qui avaient réussi à avoir le cachet du DG, qui avait tous les cachets du pays. Les grandes gueules. Il avait réussi à mettre la main dessus. Donc, j'espère que le directeur général des douanes, oui, il signait DG des douanes, Toumani Sangaré, il avait son cachet. C'est-à-dire que si tu étais fatigué sur le circuit des douanes, tu passais par le DG virtuel. Lui, il te met tous les cachets. Il te met tout ça avec... Donc, il a fallu donc que des enquêtes soient menées pour qu'on puisse mettre la main dessus. Donc, pour ce trafic du côté de l'aéroport, entre ce monsieur et le cambiste, ça nous suce. Ça nous suce, oui, mais vous pouvez imaginer la mine. Voilà. Bon, écoutez, ça siphonne dans la caisse de l'État et je trouve que c'est un véritable match à gagner. Parce que vous calculez ces montants par an, la mine, vous vous rendrez compte que ce pays ne doit pas dire qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas possible. Sur le téléphone portable. Alors, le commerçant est-il fou pour ne pas majorer le prix d'un iPhone, pour ne pas majorer le prix d'un téléphone techno? Mais c'est normal. Parce que quand il importe, vous lui mettez toutes ces taxes sur le prix final. Et il est obligé, donc, d'au moins avoir ce retour sur investissement. Je trouve que c'est un trafic très grave. Et même avant-hier, il y a un autre commerçant, parce que j'ai toutes les preuves de ce que j'avance, qui a payé plus de 25 millions de francs guinéens. Et sur la quittance, il n'a été inscrit que moins de 4 millions de francs guinéens. Je pense que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Il faut mettre fin à ce trafic. Ils savent de quoi je parle. Et il sait de quoi je parle, ce monsieur également. Mettez fin à cela. Aujourd'hui, je ne donnerai pas de nom, mais je pourrais le faire dans les jours à venir. Bien. Voilà. Les douaniers, il faut faire attention. Hein, parce que c'est les sorciers. Je sais. C'est les sorciers, les douaniers. Quand même, voilà. C'est trop. Bien. Voilà.
également en simultané sur Espace TV. Vous nous regardez là partout. Dans la deuxième partie de l'émission, nous allons nous intéresser évidemment au FNDC. Il faut le rappeler. Voilà, mardi prochain. Donc c'est la marche ici sur tout le territoire national d'ailleurs. Voilà, Sékou Kounduno nous attend au téléphone. Nous allons l'appeler. Et puis la Côte d'Ivoire aussi nous intéresse ce matin avec Vincent Toby Irié, ex-préfet d'Abidjan, qui va s'exprimer chez nous, chez les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, on va essayer de faire lecture dans la deuxième partie de l'émission, évidemment. Antoine, en une minute, évidemment, l'enquête de Moussa. Ça vous inspire quoi exactement? C'est juste hallucinant. À écouter Moussa, on se demande dans quel pays nous sommes. Nous sommes au pays d'Alpha. Malheureusement, c'est la Guinée. Et malheureusement, les mêmes pratiques continuent, malgré les différentes mesures annoncées. L'assurance donnée par un certain Premier ministre qui, à sa venue, a dit que c'était fini pour une certaine pratique. Bien. Et malheureusement, Kassori, sur ce plan, il a lamentablement échoué. Et je me demande bien si on devait faire le bilan de ce gouvernement, avec à sa tête Kassori, qu'est-ce qu'on peut bien noter? Parce que pour le cas des douanes, certes, Moussa a tendance à dire que le directeur général n'y est pour rien, il n'est au courant de rien, mais j'attends de comprendre cela parce que Toumani Sangaré, je ne dis pas. Non, Moussa, s'il te plaît. Je ne dis pas que Toumani. Allez-y, Antoine. Je ne dis pas que. Oui, on parle de douane. On parle de douane, s'il te plaît. Allez-y. Oh non, on parle de douane. Moussa. Je ne dis pas que Toumani est impliqué dans quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il en sait quelque chose. Mais je me dis qu'il n'est pas forcément innocent. Parce que la pratique continue depuis des années tout de même. Et qu'on ne sache pas ce qui se passe. Je ne crois pas qu'une telle pratique ait lieu à l'aéroport ou même au port de Conakry et que le directeur soit innocent, qu'il ne sache pas qu'il y a des commerçants qui, chaque période, se font arnaquer dans ces différents lieux sans que le directeur, le premier responsable de ce domaine, ne sache quelque chose. J'en doute fort. Bien. Antoine Kourouma, évidemment, l'incontrôlé dans cette émission. On va revenir dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, avec vos réactions, évidemment, et les autres vies, vous allez continuer à analyser. Les GG reviennent à 10h. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.